Canal 3 Bénin, 7 heures passées de quelques petites secondes. Bonjour à tous, merci de vous réveiller avec nous sur votre matinale Actu Matin. Bienvenue, installez-vous confortablement, c'est parti pour 2 heures d'informations diversement variées. Dans un instant, les unes des journaux. Wahab Ali Para, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Merci d'être là, bonjour à vous Nagui Balagui. Bonjour Christian, bonjour à tous. On va vous retrouver dans un instant dans le bulletin de l'information. Mais avant, le sommaire, la bonne nouvelle ce matin va à l'endroit des entreprises formelles. 55 000 artisans inscrits sur la plateforme digitale, les métiers de service du secteur informel et bien évidemment les personnes pauvres et extrêmement pauvres enregistrées au Bénin. Le gouvernement au Conseil des ministres hier mercredi a approuvé la mise en œuvre d'un vaste programme de soutien d'un peu plus de 114 milliards de francs CFA répartis en 3 axes au profit des acteurs économiques et personnes catégorisées. Ils bénéficieront donc d'un appui. Comment cela va-t-il se faire? Dans quel délai? Et quelles sont les modalités? Cette émission s'y consacre. Nous aurons toutes les précisions avec notre invité du jour, Maître Alain Orula, ministre de la Communication et de la Poste, sera avec nous à partir de 8h05. Le forum, justement, reviendra sur cette réaction du gouvernement, ces mesures sociales prises pour analyser la pertinence des choix opérés. Restez avec nous. Entre-temps, nous suivrons notre chroniqueur Moïse Dossoumou. Il nous emmène ce matin dans une dizaine de minutes pour un petit tour dans 7 communes du Bénin dont les maires ont réussi à conserver leur fauteuil. Nous verrons de plus près ce qui a milité en faveur de leur réélection. Nous sommes jeudi dans la deuxième partie de votre matinale Actu Matin. On parlera environnement, retour sur l'actualité. Journée mondiale de l'océan célébrée le 8 juin de chaque année. L'édition 2020 a mis l'accent sur l'innovation. L'innovation au service d'un océan durable. On verra avec l'observation satellitaire l'ensemble des menaces qui pèsent sur le poumon bleu, comme on l'appelle. Fulbert Adjimekhassou recevra en invité Georges Degbe. Il est océanologue, chercheur à l'Institut de recherche halieutique et océanique du Bénin. Merci de prendre ces rendez-vous. Actu Matin, c'est parti. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. La presse nationale est revenue ce matin sur l'ensemble des mesures prises par le gouvernement pour accompagner les entreprises et l'ensemble des citoyens béninois affectés par la pandémie du coronavirus. Allons découvrir donc les titres avec vous, Wahab Ali Para. Rebonjour Christian, rebonjour à tous. Comme vous l'avez dit, la presse nationale ce matin décline les grandes décisions issues du rendez-vous hebdomadaire des membres du gouvernement. On va commencer d'abord par fraternité. Lutte contre le coronavirus, la bouffée d'oxygène du gouvernement, un cocktail de 74,12 milliards de francs CFA de mesures sociales, 63,38 milliards au profit des entreprises, environ 6 milliards de francs CFA de subventions pour les factures d'eau et d'électricité et 5 milliards aux artisans. Santé publique, le gouvernement offre 30 bourses pour une formation en anesthésie et réanimation. Covid-19 et environnement, les masques usagés, ces nouveaux déchets qui inquiètent. Classement des villes les plus chères du monde.
Cotonou occupe la 21e place en Afrique. En vérité, la chronique signée ce matin Moïse Dosoumou, l'exploit de la réélection, c'est le titre. À la une maintenant de la relève info, Covid-19, mesures sociales du gouvernement en faveur des entreprises et du secteur touristique. Le CTM Bénin reconnaissant vis-à-vis du président Talon pour cet acte salutaire exceptionnel. Conseil des ministres d'hier mercredi, enfin un lot de consolation pour Lucien Kokou, ancien ministre de l'enseignement secondaire. Lire l'intégralité du compte-rendu du Conseil des ministres dans les colonnes de la relève info. Quotidien Le Meilleur, partenariat avec Reading Power, la Poste du Bénin SA pour la promotion du livre électronique. Compte rendu du Conseil des ministres, le programme spécial présidentiel d'insertion dans l'emploi devient une réalité dès le 1er juillet prochain. 4e mandature de la décentralisation au Bénin, les 77 nouveaux maires. Pour quel développement à la base, s'interroge le journal. Info Plus, constitution de dossier de membres fondateurs du parti Force Corée pour un Bénin émergent. Paul Hunkpe met en garde contre une ANAC. Relations Union européenne et les pays ACP alertent à l'imposition des contre-valeurs européennes. La nation, en réponse aux impacts économiques du Covid-19, un plan spécial de 74,12 milliards de francs CFA adopté. La consommation d'eau et d'électricité subventionnée. Énergie électrique, 16,4 milliards de francs CFA pour le fonctionnement de Maria Gleta 2. L'économiste, 4e mandature de la décentralisation au Bénin, les nouveaux maires face au développement à la base. Agence de notation internationale, la note Investment Grade de la BOAD renouvelée. Bénin intelligent, atténuation des effets socio-économiques du Covid-19, le social inespéré du président Patrice Talon, prise de service du maire Malik Gomina, enfin des perspectives pour la ville de Djougou, lutte contre l'érosion côtière, 2910 hectares de cocotiers pour sauver les plages. Le maire Michel Baou part de la mairie d'Accro-Misérité en honneur. Atténuation des effets du Covid-19. Talon lentement et méthodiquement a sorti la grosse artillerie sociale. Plus de 114 milliards de francs CFA au profit des populations. Audit dans les mairies du Bénin. L'insomnie gagne déjà des maires. Et puis le successeur du roi Gbagidi 14 chez le président Louis Vlavono, président de l'Assemblée nationale, hier mercredi. Quotidien Le Matinal, atténuation des effets du Covid-19, le plan de sauvetage du président Patrice Talon, 63,38 milliards au profit des entreprises, 4,98 milliards destinés aux artisans. Les 4 vérités, lutte contre le coronavirus au Bénin, plus de 114 milliards de francs CFA prévus pour le social. Difficultés dans la signature de leurs contrats dans les différents ministères. Les 231 ACE 2014 du ministère de l'économie et des finances appellent à nouveau Patrice Talon et Romia Douadani, ministre de l'économie et des finances, au secours. Matin libre pour finir, Covid-19 et mesures sociales du gouvernement. Dean Boureima et le CTM reconnaissant gestion du Covid-19 en Afrique. Les propositions du docteur Paul Tossa
aux dirigeants africains. Covid-19 et mesures sociales, le gouvernement réagit en grand. Marche en mémoire de George Floyd à Cotonou, une initiative fortement critiquée. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui rappelle que les mesures sociales prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus constituent une bouffée d'oxygène pour les bénéficiaires. Absolument. Et c'est à lire en page 2 du quotidien Fraternité avec la publication du relevé du Conseil des ministres d'hier, le gouvernement qui a voté son 14,12 milliards de francs CFA comme mesure sociale pour accompagner les entreprises et les personnes affectées par la pandémie du coronavirus. On décline cela en 3 points. 63,38 milliards au profit des entreprises, environ 6 milliards de subventions pour les factures d'eau et d'électricité et puis 5 milliards destinés donc à accompagner les artisans. Ce matin, on va en parler largement. C'est d'ailleurs le premier sujet de votre forum de discussion à suivre après le midi-journal. On retrouvera également en plateau le ministre de la Communication et de la Poste, Maître Alain Orunla. Il sera avec nous pour nous apporter beaucoup plus de précisions sur ces mesures prises par le gouvernement pour accompagner le peuple béninois. Ce matin, on parlera des dernières élections, 117 communes, 117 maires, 110 nouveaux maires et 7 anciens qui ont réussi à se faire réélire au poste. De ces 7, on en parle à travers la lecture, le prisme du chroniqueur Moïse Dossoumo que nous allons retrouver dans un instant. Moïse, bonjour. Bonjour Christian. Merci de bien vous installer. À tout à l'heure. Avant de retrouver la chronique, eh bien, nous aurons les titres du mini-journal et c'est avec vous, Nagui Balaoui. Merci Christian. Bonjour à nouveau à tous. Au sommaire, poursuite du processus de mise en œuvre des exigences liées au renouvellement des exécutifs communaux sur toute l'étendue du territoire national. Avec ça et là, les passations de charges entre premiers édiles entrant et sortant, bien entendu, selon le protocole approprié sous l'égide des préfets des différents départements. Le récit dans ce mini-journal avec Imet Hélène Amosou et Alassane Aruna des cas de Djougou et Boycon, où tout est fait pratiquement de manière à ce que plus rien ne puisse entraver le bon déroulement des mandats qui commencent. Et puis, la semaine des frontières béninoises, période par excellence où les populations vivant aux abords des limites territoriales du pays jouissent d'une attention plus accrue. Il est prévu dans ce cadre une série de manifestations avec en toile de fond la lutte contre la propagation du virus. Agoué a ouvert le bal de ces célébrations traduites en pratique par la mise à disposition de 250 femmes, mais pour la première fois au Bénin, de cartes d'identité biométriques et la distribution aux populations de matériel qui renforce leur résilience face à la maladie du coronavirus. Voilà, vous avez désormais une idée de ce que nous aurons dans le mini-journal de tout à l'heure. C'est dans pratiquement 5 minutes. Tout de suite, la chronique. Comme titre de son opinion du jour, Moïse Dossoumo écrit ce matin l'exploit de la réélection. Nous allons vous écouter, Moïse. Mesdames, Messieurs, bonjour. En politique, rien n'est jamais sûr. Quand bien même on a l'impression que les dés sont déjà jetés, il y a toujours une part d'incertitude qui donne du piquant au jeu. À la veille des municipales et communales, tenues le dimanche 17 mai dernier, beaucoup d'acteurs politiques, convaincus de leur popularité, considéraient ce scrutin comme une simple formalité. Mais au terme du dépouillement, que de désillusions. Des leaders avérés, qui ont toujours fait leur preuve dans les urnes, ont reçu un coup de massue. C'est ainsi que la plupart des maires sortants, même ceux qui peuvent se prévaloir d'un bon bilan, ont été contraints de passer service. Sur les 77, seulement 7 ont réussi à sauver leur tête. Ces rescapés, que l'on retrouve à Lalo, Toviklin, Koyogbe, Zobodome, Dassa, Wesse et Banikwara, peuvent être considérés, toute proportion gardée, comme de redoutables animaux politiques. Alors que beaucoup ont été naufragés, ils ont vaillamment résisté aux assauts de la réforme du système partisan. En conservant son fauteuil à Lalo, William Fangbedi revient de loin. Il continue sereinement son séjour à la tête de sa commune. Puisque les mandats électifs se suivent mais ne se ressemblent pas, il est inscrit à mouiller le maillot mieux que par le passé pour donner raison à son parti qu'il a désigné. Il a eu le temps d'apprendre ces dernières années.
Les erreurs comptabilisées en acquis lui serviront de catalyseur pour des résultats probants. Son alter ego, Rigobert Tozo de Tobiclin, bénéficie également d'une seconde chance pour traduire en acte sa vision pour la localité. Réaliser des exploits pour le bonheur de ses administrés, tel est son nouveau cahier de charge. À lui de remettre ses collaborateurs au travail et surtout de montrer l'exemple. L'expérience dans la gestion de la cité est son principal atout. Dans le zoo, David Tobedier de Zobodomé bénéficie de la confiance de son parti qui l'a maintenu au poste. Une prouesse pour cet élu dont le siège a été âprement disputé. Sa victoire, loin d'être une fin en soi, est plutôt perçue comme une occasion pour mieux faire. À Dassa, Nikes Fayon a eu des sueurs froides. Au départ, selon les premiers résultats, il n'avait aucune assurance de prolonger son séjour à la tête de la mairie. Il a fallu que le juge électoral vide le contentieux et que son parti se prononce en sa faveur pour qu'il pousse un ouf de soulagement. Il a carte blanche pour poursuivre son aventure dans la cité des Omondiago. À Ouessé, comme à Banikwara, Firmé Akpo et Sarako Biotamou demeurent les maîtres de leur territoire respectif. Chacun d'eux saura user de la stratégie appropriée pour impacter positivement leur mandat. De toutes les manières, ils gagneraient à ne pas être des maires bureaucrates. Le doyen des maires en exercice siège dans le Mono. Syriac Domingo, qu'on ne présente plus, fait montre d'un leadership exemplaire. Sa maîtrise de la commune de Royogbe met en déroute tous ses adversaires. Depuis moins de 17 ans, son charisme n'a pris aucune ride. Élu maire en 2003, il s'est retrouvé à l'Assemblée nationale en 2007 et 2011. En 2015, il est revenu vers ses premiers amours en reprenant le poste de maire. Cette année encore, son adhésion au bloc républicain a porté chance au parti. Sans tambour ni trompette, il a obtenu plus de la moitié des sièges en compétition. Et c'est sans surprise que sa formation politique lui a réitéré sa confiance en lui confiant à nouveau les rênes de la mairie. Le parcours sans faute de ce baobab politique ne court pas les rues. Jusqu'à nouvel ordre, il faudra davantage compter avec lui dans la 6e circonscription électorale. Loin de dormir sur ses lauriers, cette nouvelle consécration l'oblige à redoubler d'ardeur au profit de ses administrés. Merci à vous, Moïse Dosomon, pour cette réflexion. Vous nous précisez qu'au sortir donc de cette élection, de l'installation des conseils communaux, de la désignation des maires, eh bien, ils sont 7 qui conservent leur fauteuil sur les 77. Vous restez en place, on va vous retrouver dans un instant dans le forum de discussion en compagnie de Herman Anyamboussou, Hakime Sedou Seni et André Dossa que nous allons retrouver juste après le mini-journal. Conseiller, élu et investi par son parti, le bloc républicain, Abdoul Malik Seibou Gomina prend officiellement les commandes de l'hôtel de ville de Djougou. La cérémonie de passation des services entre le maire sortant et entrant s'est déroulée hier mercredi à la salle de conférence de la mairie sous la supervision du secrétaire général de la préfecture de la Donga et en présence des conseillers communaux et du député Zoumarou Wali. On fait le point de cette cérémonie de passation de charge avec Alassane Harouna et Abdou Raouf Yahaya. Je vous déclare, monsieur le maire, au nom du préfet du département de la Donga, officiellement installé dans vos fonctions de maire de la commune de Djougou. Des mots empreints de solennité qui installent officiellement Abdoul Malik Seibou Gomina dans ses nouvelles fonctions de maire de la commune de Djougou. C'est sous la supervision du secrétaire général de la préfecture et devant les conseillers, honorables députés, personnel administratif et les populations que Akbala Abishaï Abraham a cédé son fauteuil au nouveau locataire de l'hôtel de ville. Occasion pour le représentant du personnel administratif de témoigner sa reconnaissance au maire sortant pour l'esprit managérial dont il a fait montre durant son séjour à la tête de la mairie, avant de rassurer le maire entrant de la disponibilité de tout le personnel, de les servir avec loyauté tout au long de son mandat. Le mandat du maire, le respectable Seibou Gomina Malik, va s'ouvrir.
Le personnel de la mairie vit intensément ce moment dans un sentiment de grands espoirs, et à juste titre. Alors que vous n'étiez pas encore conseiller communal, vos diverses actions et de développement que vous posez dans la commune n'ont pas passé inaperçues. Les différentes sollicitations des populations auxquelles vous faites face quotidiennement et dont les échos sont perceptibles à 1000 lieues nous sont parvenus. Vous êtes un homme de relations et d'action. Et c'est à juste titre que le maire sortant rassure son successeur que la ville dont il hérite a déjà posé les balises de son essor à travers un plan de développement communal bien étayé. Toutefois, beaucoup de défis restent encore à relever. C'est pourquoi je me permets d'attirer votre attention sur certains défis majeurs par programme de notre plan de développement. Sur le plan de la gouvernance locale, il faut et immanquablement poursuivre les réformes autour du guichet unique. Il faut aussi améliorer le cadre de vie en gérant efficacement les déchets solides et liquides. J'ai déjà ouvert plusieurs chantiers là-dessus. Sur le plan de l'aménagement et contrôlé du territoire communal, il faut actualiser le schéma directeur d'aménagement de notre commune. Il faut construire les ouvrages de franchissement communément appelés ponts. Nous avons fini certaines études, dont celui de Taïfa, qu'on appelle généralement le pont Yéyé. Abdoul Malik Seybou Gomina est bien conscient de la tâche qu'il attend à la tête de la municipalité de Djougou. C'est pourquoi il en appelle à l'union des filles et fils de Djougou ainsi que l'accompagnement du pouvoir central pour hisser la cité au rang des villes émergentes du Bénin. L'heure est au travail pour que la flamme de l'espoir ne s'éteigne plus jamais. J'en appelle donc au sens de sacrifice de mes collègues conseillers. Nous sommes élus pour servir nos populations. Nous devons aussi développer l'esprit de redevabilité, donner le bon exemple en rendant compte à nos mandants comment leurs ressources sont dépensées et ce qui est fait pour améliorer leurs conditions de vie. Mesdames, Messieurs, Djougou est la 3e commune du Bénin de par le nombre d'habitants. Mais Djougou ne jouit pas de cet attribut. Djougou a été souvent le parent pauvre des communes du Septentrion. L'image qu'offre Djougou aujourd'hui n'est pas celle d'une ville préfectorale. Le département a besoin d'une ville de Djougou forte qui porte les ambitions légitimes de tête de gondole du nord-ouest du pays. Le Bénin a besoin de Djougou plus dynamique et plus audacieuse. Et ce dynamisme, cette audace, le gouvernement du président Patrice Talon doit pouvoir nous y accompagner à y parvenir. Nous attendons de lui un regard bienveillant. Nous attendons de lui une plus grande concentration de l'action gouvernementale avec des projets ambitieux et porteurs d'espoir pour la jeunesse, pour les femmes, pour les forces vives de la commune. Que veulent les populations aujourd'hui? Elles attendent l'assainissement de leur cadre de vie. Elles attendent l'amélioration de la voirie urbaine. Elles attendent l'extension du réseau électrique. Elles attendent d'avoir beaucoup plus de forages pour boire de l'eau potable. Elles veulent enfin bénéficier, comme bon nombre de communes, du projet asphaltage. Et nous savons que nous pouvons compter sur le président Patrice Talon pour qu'il nous aide à réaliser ces objectifs. Mais Talon est le président de tous les Béninois. Et ici, nous sommes une commune sur les 77. Nous-mêmes, nous devons faire les sacrifices nécessaires. Nous devions travailler, comme on le dit, pour amener déjà la jarre au niveau du genou pour qu'on nous aide à porter la jarre. Cela veut dire quoi? C'est que nous appelons au sacrifice de nos populations. Nos populations veulent avoir du beau, du bien, mais elles doivent en payer aussi le prix. Il faudrait que nous comprenions qu'à partir d'aujourd'hui, c'est que nous entrons en communion tous pour le développement de notre commune. À peine a-t-il pris les rênes de la cité des Pétoni, Nyora Yatakora, que le nouveau locataire de l'hôtel de ville est descendu dans les rues du 2e et du 3e arrondissement pour constater de visu le niveau de dégradation des ouvrages et l'insalubrité dans laquelle végètent les populations des quartiers Tintimbongo et de Bas-Parapé.
Même exercice et également à Boïcon. On va parler de cette passation de charge entre l'ancien maire Luc Atrokpo, désormais maire de Cotonou, et Rufino d'Almeida, nouveau maire de cette ville de Boïcon, Naguib. C'était en présence des parents, des amis, du personnel de la mairie et des conseillers. Le maire sortant ainsi que celui entrant ont procédé aux formalités qui consacrent la nouvelle autorité communale dans ses fonctions. Tout en se félicitant, le désormais ancien maire de Boïcon a invité les membres de la nouvelle équipe dirigeante à travailler dans la cohésion en vue d'accompagner le président de la République dans le déroulement de son programme pour les villes. La cérémonie de passation de charge a eu lieu mardi à l'hôtel de ville de Boïcon. Et M. Hélène Amondoussou nous fait ici le point. C'est officiel. Luc Atrokpo quitte la mairie de Boïcon et laisse la gestion des affaires à son successeur. Par ses signatures et échanges de documents, Rufino d'Almeida prend désormais les commandes de la commune de Boïcon. La passation de charge qui le consacre définitivement maire de la commune a eu lieu à la salle de délibération de l'hôtel de ville dans une atmosphère détendue. Le maire sortant a saisi l'occasion pour remercier ses collaborateurs et l'équipe préfectorale pour l'accompagnement. Et reconnaissant, je crois formellement que la nouvelle équipe, avec à sa tête le maire Rufino d'Almeida, accompagné de ses adjoints, M. Gansey et Mme Elisabeth Agoussaga, bénéficiera du soutien de la tutelle. Je voudrais souhaiter que l'équipe qui s'installe fasse mieux que l'équipe qui est passée. Je sais que les ressources physiques, les ressources intellectuelles existent pour arriver à cette fin. Monsieur le maire, je voudrais vous féliciter pour votre brillante élection, vous et vos adjoints. Je souhaite vivement que toutes les fois que nous revenions ici, cette ville est à nous, que nous soyons plus fiers demain qu'aujourd'hui. Et je n'ai pas de doute par rapport à cela, parce que celui qui prend les rênes de la ville de Boïcon, pas néophyte, puisqu'il a les clés de plusieurs ministères, ça devient un atout pour la ville. Et je me réjouis que la ville puisse compter sur son expérience, sur son savoir-faire. Tout en félicitant l'équipe sortante, le nouveau maire a réaffirmé sa détermination à travailler de commun accord avec les autres membres du conseil communal pour le rayonnement de la ville Carrefour. Rufino d'Almeida reconnaît l'immensité des défis à relever. Nous entendons faire de notre Boïcon une ville modèle, modèle dans la gestion, modèle dans la mobilisation des ressources, modèle dans le développement à la base. Je voudrais en ce moment solennel, où vous me passez le témoin, vous remercier au nom des populations de Boïcon pour l'œuvre accomplie durant autant d'années. Je puis vous garantir que la sagesse va prévaloir dans la gestion de notre cité et que nous ne sommes pas venus faire la chasse aux sorcières, nous sommes venus faire du développement. Nous allons œuvrer pour nouer notre corde à la suite de celle que vous avez eu à tisser, afin que notre ville soit une ville dynamique, soit une ville plaisante, soit une ville carrefour. Et c'est de ce qualificatif-là que notre ville tire sa force. Et je ne doute pas un seul instant que dans cette œuvre-là, vous ne nous négocierez pas votre accompagnement. Chef de l'exécutif pendant plus de 10 ans à Boïcon, Luc Atrokpo s'en va, fier du travail abattu. Il a invité les nouveaux conseillers à ne pas jouer les anticonformistes et à accompagner la nouvelle autorité communale dans la concrétisation de ses ambitions. Son successeur, quant à lui, entend travailler à une forte mobilisation des ressources locales en vue d'impacter de par ses actions le quotidien de ses administrés. Parlons maintenant de cette célébration à Zo qui commence dans la commune de Grand Popo de la 7e édition de la Journée africaine des frontières. Plusieurs activités sont prévues dans ce cadre, mais elles s'ouvrent sur une cérémonie de remise de 250 cartes biométriques aux femmes de la localité et de celles environnantes, ainsi que la remise de plusieurs dizaines de litres de gel désinfectant et des centaines de masques destinés à renforcer la résilience des bénéficiaires face à la propagation du coronavirus. Reportage. Très bien. Vous ne savez peut-être pas, mais vous aurez le temps de découvrir tous les avantages liés à l'usage de cette carte-là. Je voudrais donc vous prier d'en faire un très bon usage, et surtout la garder précieusement. Parce que si vous perdez ça, c'est comme si vous perdiez votre vie. Je le souhaite.
La démarche a réjoui son monde. 250 femmes à Agoué, dans la commune de Grand Popo, sauvées par l'Agence béninoise de gestion intégrée des frontières ABGF, des tracasseries policières et pas seulement, d'une frontière à une autre. Ceci dans le cadre de la célébration de l'édition 2020 de la Semaine des frontières africaines, traduite au Bénin, en la Semaine des frontières béninoises. Les bénéficiaires ont reçu leur parchemin, symbole d'une quête d'intégration et d'atténuation de la vulnérabilité des communautés, voulue par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et soutenue par la coopération allemande, GIZ. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la Semaine des frontières et dans le cadre de la célébration de cette semaine, plusieurs activités ont été initiées, dont la remise des cartes biométriques aux femmes. Cette activité nous a permis de mettre à disposition d'un certain nombre de femmes environ 250 cartes biométriques, leur permettant de faire plus facilement leurs activités de part et d'autre de notre frontière. Ce qui est important à savoir, elles sont les premières à l'avoir au Bénin, puis c'est à partir de maintenant que ce document est lancé. Cette célébration empruntera par ailleurs à son contexte qui reste à la lutte contre la propagation de la maladie du coronavirus. L'ABGF de faire alors d'une pierre plusieurs coups pour participer à ce que les populations cibles tiennent le coup. Plusieurs dizaines de litres de gel aseptisant et des centaines de masques ont été remis aux populations, toujours pour marquer cette célébration, dont le thème est, rappelons-le, gestion des frontières et enjeux sanitaires, la prise en charge de la Covid-19. Dans ce cadre, nous avons souhaité donc distribuer des masques, mais aussi de mettre à la disposition d'un certain nombre de groupes un certain nombre de matériel. Par exemple, pour l'Union des adeptes du culte des divinités, nous avons promis 500 masques, 1290 litres de liquide et autres. Les autres seront mis à la disposition des centres de santé. Vous savez très bien que c'est la maladie d'actualité et qu'il faut que nous puissions nous préserver pour pouvoir participer au développement. Parce qu'on ne peut pas développer un pays si on est malade. Agoué, donc, pour ouvrir le bal d'une semaine riche en activités, étant donné qu'il est prévu plusieurs autres similaires dans nombre de zones frontalières. Et puis, lutte contre la propagation du coronavirus, toujours Nagui Balagbe, et cette fois-ci, un don de matériel fait par la République fédérale d'Allemagne à l'Association nationale des communes du Bénin. C'est un lot constitué de 85 kits de lavage de mains, de 300 bidons de savon liquide et de 2 spots de sensibilisation essentiellement destinés aux lieux publics. Ce don reçu mardi par le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, est à n'en point douter le fruit des relations d'amitié qui existent entre les communes et la République fédérale d'Allemagne et son versant, le programme Eau, Hygiène et Assainissement 2, PROCEHA 2. La réception symbolique des dons a eu lieu au siège de l'ANCB dans la commune d'Abomey-Calavi. Voici le compte rendu avec Ulrich Gaba et Eder Hongwevi. En apposant sa signature sur le parapheur, Luc Satondiatropo réceptionne officiellement le lot de kits de lavage des mains gracieusement offert aux communes. C'est un don de la coopération allemande à travers le programme Eau, Hygiène et Assainissement PROCEHA 2. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec eau et hygiène? Toujours, on essaye de couper les voies de transmission des maladies, y compris le corona. Donc, on a vraiment un sujet réel et on remercie, je remercie beaucoup l'ANCB aussi pour son engagement d'être en appui des communes pour des dispositifs de lavage de mains. Entre des amis, on s'aide. Et c'est pour cela que je suis très redevable à la GIZ et surtout à Madame Fink, qu'elle est très vite courue à la besogne pour développer un petit programme de soutien dans son programme de PROCEHA pour venir à la rescousse du Bénin et des communes surtout. Ça veut dire le matériel qu'on a l'honneur de remettre aux destinataires. Aujourd'hui, il s'agit à part le matériel de sensibilisation, de 200 dispositifs de lavage des mains et de 300 bidons de 5 litres avec du savon désinfectant.
je suis très heureux que Mme Fink a pris l'initiative pour que les destinataires dans les 338 communes puissent bénéficier de cet appui. Pour le président de la fêtière des communes du Bénin, ce geste vient à point nommé pour renforcer les nombreuses mesures déjà prises pour combattre la Covid-19. Au nom des bénéficiaires, il exprime sa gratitude aux donateurs. Au nom du bureau de l'ANCB, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous rassurer que les dispositifs de lavage que vous nous offrez aujourd'hui seront utilisés à bon escient. C'est vrai, et Mme Fink l'a dit, il y a encore beaucoup d'endroits, notamment de lieux publics, qui ne bénéficient pas encore de ces dispositifs. Stop! Distance de 1 mètre au moins. Covid-19 oblige. Mais j'ai pourtant porté mon masque. Le masque, oui, mais le lavage des mains d'abord. La présente cérémonie a également permis de lancer officiellement 2 spots de sensibilisation contre la Covid-19. Ces spots sont essentiellement réservés à l'usage public dans les 38 communes d'intervention du programme. Le précieux don réceptionné sera donc affecté aux communes bénéficiaires pour permettre aux populations de mieux s'outiller contre la pandémie du coronavirus. Le mois de juin étant dédié à l'arbre, les fidèles de l'Église Union Renaissance d'Hommes en Christ sont crus devoir prendre leur part. En ce qui concerne la célébration de cette année, ils étaient sur le site où se déroule la Convention annuelle internationale de l'Église pour y planter des arbres. Accompagnés de leur responsable national, la cérémonie de reboisement est placée sous la protection divine. Les temps forts de la célébration dans ce reportage de Teddy Goudalo et Clément Achadé. Ils se sont donné rendez-vous ici sur leur site de Convention internationale pour planter des arbres. Les fidèles de l'Église Union Renaissance d'Hommes en Christ, accompagnés de leur révérend national, sont ici pour une activité de reboisement afin de rendre plus vivable cet espace qui accueille chaque année des milliers de croyants. Il n'y a pas d'oxygène sans arbre. C'est pourquoi nous, sous l'inspiration des dirigeants de l'Église, nous sommes venus marquer ce jour-là. L'arbre nous donne beaucoup de choses. Donc il est important pour tout un chacun de nous de mettre en son esprit ce jour, cette journée qui nous permet de planter des arbres aujourd'hui et pour l'avenir. En collaboration avec l'Association des Nations Unies à New Jeune Bénin, la cérémonie de reboisement est mise sous la protection divine. Et c'est cette prière qui a donné le top de la plantation des différents arbres le long du site. Chaque jour que Dieu fait, nous achetons des parcelles supplémentaires. Avec la superficie que nous disposons actuellement, nous avons voulu planter des arbres le long du site. Ceci permettra aux fidèles qui viennent à la convention de disposer de cadres naturels. La célébration de la Journée nationale de l'arbre n'est donc pas passée inaperçue au sein des fidèles de l'Église Union Renaissance d'Hommes en Christ. Les responsables exhortent en effet tous les autres membres à leur emboîter le pas. Voilà, c'était le mini-journal. Christian Dandeya. Voilà, merci à vous Naguib Alagué pour toutes ces informations en images sur Actu Matin tout à l'heure. Quand il sonnera à 13h, vous retrouverez toute la rédaction à travers le journal. Vous restez en place dans un instant. Le forum de discussion reviendra donc sur l'actualité du moment, ces mesures sociales prises par le gouvernement pour soulager les entreprises, les artisans et les ménages. On va en parler largement puisque juste après on va recevoir en plateau le ministre de la Communication et de la Poste, Maître Alain Orula, qui reviendra donc sur ces mesures. Il nous donnera beaucoup plus d'éclaircissements sur toutes ces mesures prises par le gouvernement. Tout de suite, le forum de discussion.
de la ville de Barrakou, Loft Ressort Hôtel. Un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres au standing, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant et nos lieux de détente d'exception pour un séjour en grand. À Loft Ressort Hôtel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. Loft Ressort Hôtel, Barrakou, quartier Arafat, 150 mètres de l'université. Réservation au 23 61 36 20 67 39 51 51. Loft Ressort Hôtel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleures semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti uniquement. Bonjour à tous, bienvenue en plateau. André Dossa, Herman Anyamboso, Akime Selou Ousseni, merci d'être là. Premier sujet à aborder, ces mesures sociales, Covid-19 en République du Bénin. On fait un point, ça fait un total de 114,12 milliards de francs CFA pour atténuer les effets économiques et sociaux liés à la pandémie du coronavirus. Cette pandémie qui a affecté plusieurs entreprises, plusieurs ménages. Le gouvernement réuni en Conseil des ministres hier a pris donc cette décision. Il était attendu, il a donc fini par réagir. Soulagement pour tout le monde, André? Je crois qu'il y a de quoi être satisfait, c'est-à-dire que lorsque les méfaits, les conséquences négatives de la Covid-19 chez nous ont commencé à se faire ressentir, notamment sur le secteur économique. On était en droit d'attendre du gouvernement une certaine réaction, en tout cas des mesures prises pour soulager la population, accompagner un peu. Mais s'il n'était jamais venu, on était là toujours à se poser des questions quand tout à coup le gouvernement a lancé une opération de recensement des gens de petits métiers, les artisans, quelques acteurs du secteur informel. Puis on a vu une certaine lueur poindre à l'horizon. Après ce recensement, rien n'était venu. Le Conseil des ministres était devenu une sorte d'attraction où chaque mercredi, tous les Béninois, que ce soit sur les réseaux sociaux ou au niveau des médias, voulaient savoir les décisions prises en Conseil des ministres, et si notamment cette question a été évoquée. Et finalement, je crois qu'il faut croire définitivement que Patrice Talon était un homme de méthode. Il a fait les choses de façon à sa manière. Et à travers une démarche très cérébrale, on veut mûrir correctement les décisions, échanger avec les acteurs avant de trancher et prendre des dispositions idoines. Ce qui vient d'être fait. 74 milliards pour financer le redécollage économique. Vous savez qu'aujourd'hui, le déconfinement un peu partout dans le monde est associé à des dispositions pour relancer l'économie. Le Bénin se retrouve aussi dans cette dynamique-là aujourd'hui, puisque 63 milliards sur les 72 concernent les entreprises. Notamment, et c'est ce qui me réjouit davantage dans cette mesure, c'est cette attention particulière qui a été faite aux agences de voyage et aux hôtels. Qu'ils vous souviennent, ce sont des gens qui sont au front de cette pandémie et qui sont les toutes premières victimes de la pandémie. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont un soulagement à travers ces mesures prises par le gouvernement. Les entreprises pourront faire des prêts à taux zéro remboursables sur 3 ans en fonction donc, du domaine de prêt dont il est question. Lorsqu'il s'agit des banques, c'est 3 ans au plus. Et quand c'est les SFD, les structures mettons, financières décentralisées, c'est 1 an à taux zéro. C'est très important. Ça va relancer l'économie. Et je crois que ce qui n'est pas moins important, c'est ce clin d'œil aussi à l'endroit
de Monsieur Tout le Monde, à savoir que nos factures d'électricité et d'eau vont connaître en tout cas une certaine subvention. Les entreprises, notamment la PME concernées, notamment pour celles qui sont enregistrées, normalement qui ont déclaré leur personnel, pourront avoir un accompagnement pour le paiement, 70% du paiement des salaires sur 3 mois. Et également, à côté aussi, le paiement de la TVM, la taxe sur le véhicule à moteur. Pour ceux qui l'ont déjà fait, on va leur reconduire ça pour l'année prochaine. Je crois que c'est des mesures très pertinentes qui vont nous permettre de relancer notre économie dans cette dynamique de déconfinement qui a lieu un peu partout. Oui, Moïse Dossoumo, mesures pertinentes. C'est vrai que pour certains, c'est arrivé un peu tard, mais c'est arrivé quand même. Bon, tard ou tôt, ce n'est pas là le débat. C'est arrivé quand même, comme vous l'avez dit. Et comme je l'ai dit ici sur le plateau à plusieurs reprises, on ne peut pas gérer cette crise-là sans mettre l'accent sur les mesures sociales. Je pense que le gouvernement a pris son temps avant de réagir. Maintenant, il l'a fait à sa manière. Ce que je veux souhaiter, c'est que vraiment les dispositions ont été prises pour que tout ce qui a été dit soit vraiment décliné. Il est écrit dans ce compte rendu du Conseil des ministres que ces mesures sont d'application immédiate. Ailleurs, on a annoncé que les entreprises feront des taux préférentiels, des prêts préférentiels dans les banques, les SFD. Après, c'est des difficultés que les gens ont rencontrées, les banques refusent, il y a tellement d'histoires. Je veux croire qu'au Bénin, au moins, que tout est déjà fait prêt pour que dès que les entreprises concernées vont solliciter ces prêts-là, qu'ils leur seront accordés. Ce serait déjà quelque chose pour les aider à se relever. Pour ce qui est des factures d'électricité, je constate que c'est un peu moins de 6 milliards qui est consacré à ça. C'est pour quelle période? Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est pour une tranche de citoyens? Bon, comme il y a aujourd'hui un point de presse qui est annoncé du côté du gouvernement pour mieux expliquer les choses, on aura plus d'explications pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de cette affaire-là. Mais de manière globale, c'est bien qu'on ait fait ça. Mais dans l'application, il faut vraiment que les cibles... Oui, vous dites que c'est bien qu'on ait fait ça, mais lorsque vous regardez le montant qui est alloué à cette dotation pour accompagner les entreprises, les artisans, les ménages et autres sont 14 milliards. Est-ce que ça peut servir à couvrir tout le préjudice causé par cette maladie? C'est le gouvernement qui a fait son évaluation et qui a dégagé ce montant. Sur quelle base, c'est le gouvernement qui sait. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, on aura plus d'explications quand le gouvernement va se prononcer et donner plus de détails. Mais je note que il y a encore des mesures qui viennent, notamment pour les pauvres et extrêmes pauvres, qui sont en cours de recensement. Donc, quand ils vont finir, la carotte à lui à ceux-là également, on saura et on pourra mieux apprécier. En attendant le point de presse du gouvernement ou la conférence de presse du gouvernement tout à l'heure, nous aurons en plateau le ministre de la Communication, Maître Alain Orunla, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Oui, Yakime Seydou Ousseni, votre réaction à la suite donc de cette décision du Conseil des ministres? Bon, je crois qu'il fallait s'y attendre. C'est pour ça que l'opportunité de l'intervention, je dirais, de cette subvention, pour dire les choses comme passé, c'est une aide. Je crois que on aurait même donné 100, 200, 500 milliards, peut-être que ça n'aurait pas suffi. C'est une période bien déterminée. Et je crois également qu'on n'a pas décrété 74 milliards comme ça, sans en avoir été entre-temps au contact des personnes bénéficiaires. La preuve, c'est qu'entre-temps, ici sur le plateau, vous avez d'ailleurs entendu et reçu par l'entremise de Herman, la directrice départementale des affaires sociales au niveau du département du littoral, je crois, qui est venu apporter des précisions quant au recensement des artisans et autres qui devaient être bénéficiaires d'une tranche de cette aide-là. Et donc, je crois que si ça a été dit, ça là officiellement, il y a certainement que les autres aussi, dans leur couleur, ont été rencontrés, notamment les responsables des agences de voyage et autres, responsables de structures, des entreprises et consorts. Donc, je crois qu'un travail, certainement, a été fait en amont, avant qu'on en arrive certainement à dégager les 74 milliards de francs CFA qui seront mis à disposition des bénéficiaires. Constatons simplement que oui, on a certainement évalué. On est venu, je dirais, apporter un coup de pouce. Ce n'est pas pour d'emblée éponger toutes les difficultés inhérentes et les impacts inhérents à cette Covid-19. N'oublions pas aussi, Christian, que avant même que nous prenions ici les dispositions relatives à la lutte contre la pandémie, il n'y a que les pays voisins avaient déjà fermé les frontières. Donc, du coup, il y avait déjà l'impact de cette maladie-là qu'on ressentait à travers certaines structures. Aujourd'hui, il n'y a que des fonds sont mis à disposition, non seulement qu'à travers le Conseil des ministres. On veut maintenant véritablement espérer que rapidement les bénéficiaires puissent entrer en possession parce que c'est une période bien précise. Ils auront encore à se battre pour gérer l'après-Covid, ça c'est une réalité. Donc
Je crois que c'est intéressant de connaître ce montant. Et puis bon, voilà, le reste, comment ça va se faire, la tranche. Justement. Facture de SBE, facture de SONEB. Beaucoup de questions autour. On va entendre le ministre tout à l'heure. C'est sur quelle période, comment ça va. Est-ce que bon, c'est sur 3 mois, c'est sur 2 mois, ou bien on vient juste soulager. Si vous devez payer 50 000, vous retrouvez à payer 25 000, je ne sais pas trop. Mais toujours est-il que bon. Mais vous vous attendez à ce qu'on vous remette les sous? Non, on ne vous remettra jamais les sous. Non, jamais. D'accord. Qu'on vous remette pas, c'est qu'on se rend compte que les fonds mis à disposition vont impacter d'une manière ou d'une autre presque tout le monde. On n'a pas eu d'extrêmes pauvres, on n'a pas eu des artisans. Dans le lot de ces artisans, il y en a aussi qui payent l'électricité et l'eau. Donc quand il va s'agir, je dirais, de soulager les factures d'électricité, ils en seront encore bénéficiaires. Donc je crois que de façon transversale, il y a que bon, tout le monde se retrouve un peu bénéficiaire de la cagnotte mise à disposition en ce qui concerne l'accompagnement pour les effets pervers de la Covid-19. Alors, avec cette annonce, Herman Anyamosou, sommes-nous déjà en présence d'une relance effective de l'activité économique et quel sera son impact sur l'économie nationale à l'analyse de ce lourd investissement de 114 milliards de francs CFA? Non, ce qui est certain, c'est qu'une fois que les ayants droit, pour ainsi dire, vont bénéficier de ces différentes subventions que le gouvernement béninois entend apporter, je pense que ça va permettre de relancer un peu l'activité économique parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le cordon sanitaire qui a été décrété au Bénin, contrairement aux autres pays où on a préféré le confinement et ensuite le déconfinement, il y a eu beaucoup de secteurs qui étaient à l'arrêt. Quand je prends par exemple le cas des bars, on a seulement permis aux restaurants de pouvoir fonctionner dans la période, encore que là aussi, restaurant, bar chez nous, Bénin, tout était confondu à la fois. Donc, ils ont tous fermé baraque. Ensuite, il y a eu forcément dans cette période-là, il y a des serveuses qui n'avaient plus de boulot, les patrons de ces différentes structures qui étaient obligés de mettre toute la maison à l'arrêt. Je pense que toutes ces mesures vont venir un peu pour appuyer, pour accompagner un peu cette période de soudure que nous avons connue. Maintenant, le souhait, c'est de faire en sorte que les mesures parviennent effectivement aux ayants droit. Parce que là, il y a eu recensement et comme l'a dit Akimé, j'ai reçu la directrice départementale des affaires sociales ici sur ce plateau sur 90 minutes au Bénin qui disait effectivement qu'il y a un recensement qui a été fait. Comment faire pour que le personnel recensé soit effectivement celui qui bénéficie de ces mesures-là? Ensuite, cette série de mesures annoncées constitue pour moi un camouflet pour les vendeurs de peur dans nos maisons. Parce que au lendemain de la levée du cordon sanitaire ou de l'assouplissement, il y a des gens qui ont commencé à passer de maison en maison pour demander, ceux qui adorent couper l'électricité et l'eau, pour déjà commencer par demander aux femmes de forcer leur mari à vite payer parce qu'ils vont commencer les coupures bientôt. Et quand vous entrez à la maison, c'est une peur bleue que vous avez. Vous avez été victime. Vous vous demandez s'ils ne sont pas déjà passés couper le courant, l'électricité et l'eau dans votre maison. Donc je pense que non, il faut également que ce soit l'occasion de remettre un peu de l'ordre dans ce secteur où des individus, parce que ils viennent couper. Et vous avez la chance quand vous avez votre portail fermé, tout le temps fermé, ils ne viennent pas, ils menacent, mais ils ne viennent pas. Donc je pense qu'il faut profiter pour regarder pour le secteur. Il vaut mieux laisser votre portail ouvert, sinon vous coupez au poteau. Et quand vous coupez au poteau, la pénalité est double ou même voire fois 3. Oui, à la conférence de presse gouvernementale tout à l'heure, on aura davantage de détails. Peut-être même avant ça, le passage tout à l'heure du ministre porte-parole du gouvernement pour nous expliquer, pour ce qui concerne monsieur tout le monde, c'est-à-dire les subventions au niveau de l'électricité et de l'eau, comment ça va se passer pour que ceux qui ont accumulé les factures sachent s'il faut rapidement, il faut faire diligence pour aller les régler ou s'il faut attendre, et on va leur faire un peu le point pour savoir ce qu'ils vont compléter. Mais remarquez quelque chose sur la question de est-ce que ça suffira. Je crois qu'aucun pays aujourd'hui n'est en mesure de dire bon, je vais prendre des mesures pour enrayer complètement, intégralement les effets négatifs du coronavirus. Même les pays qui ont la planche à billets, qui n'ont pas hésité à les sortir en temps porteur. Tout le monde ne s'appelle pas non plus Allemagne. Vous voyez, l'Allemagne et la France qui se retrouvent plus ou moins dans le même écosystème n'ont pas pris les mêmes dispositions pour aider la population. Pendant que l'Allemagne sortait 1200 milliards d'euros, la France n'en est actuellement qu'à autour de 400 milliards. Pourtant, ils se disent des sœurs, des frères, des machins, tout ce que nous savons. Ben, ce n'est pas la même chose. Chaque pays affronte cette pandémie en fonction de ses moyens. Personnellement, je me suis dit, comment le Bénin a-t-il pu mobiliser de l'argent aujourd'hui
pour financer ce social-là. Quand on sait que depuis quelques jours, enfin, ça fait 1 an maintenant que les frontières du Nigeria sont fermées, et quoi qu'on dise au Bénin, c'est un élément majeur dont il faut tenir compte dans les prévisions économiques. Et vient s'ajouter à cela, justement, la Covid dont nous parlons maintenant. Donc, c'est déjà bien que le gouvernement ait pu prendre des dispositions pour agir sur le plan social, mais aussi pour appuyer l'économie, les entreprises. Nous sommes en plein déconfinement un peu partout dans le monde et chaque pays se bat pour relancer ses économies. Il n'y a pas longtemps, la France a encore mis beaucoup de milliards, je crois 15 ou 17, pour aider son aviation, enfin le Airbus, Airbus et puis Air France. Voilà. Donc, chacun se bat pour que ces entreprises ne soient pas la traîne à la reprise. Il y a des pays qui ont déjà déclaré leur récession, ainsi de suite. Et nous, pauvres et extrêmement pauvres, nous devons également voir dans tout le peu que nous disposons et mettre au niveau de la solidarité nationale. Ce n'est pas l'argent du gouvernement, c'est l'argent de nous tous béninois. C'est une solidarité nationale qui est en train de s'exprimer ainsi. Et le gouvernement met en place juste le mécanisme pour l'expression de cette solidarité nationale-là. On va souhaiter que le Bénin puisse avoir ne serait-ce que le minimum qu'il faut pour chaque fois voler au secours de ses citoyens lorsque nous sommes confrontés à des difficultés comme celle de la pandémie. Oui, moi je me bats jusqu'à présent, jusqu'à ce matin, pour savoir où se trouvent, je dirais, les compagnies de transport en commun. Je ne sais pas dans quelle catégorie ces compagnies-là sont positionnées, parce que depuis la reprise, je dirais, du transport interville, vous avez remarqué que c'est du double en termes de prix. Qu'est-ce qui a pu se faire ou qu'est-ce qui se fera à ce niveau-là? Parce que là, pendant qu'on dit qu'on est en train de soulager, qu'on a pensé aux extrêmes pauvres, ce sont les extrêmes pauvres parfois qui quittent Cotonou pour aller à Parakou. Ce sont eux qui quittent aussi Parakou pour aller peut-être à Natitengu et qui doivent aujourd'hui payer le double du tarif de déplacement. Est-ce que cette catégorie-là de compagnies de transport en commun, à quel niveau est-ce qu'elle se situe pour qu'on sache véritablement si au moins il n'aurait pas fallu certainement l'intervention de l'État pour rééquilibrer les nouveaux tarifs au niveau de ces transports-là. Certainement qu'à là, nous dira si oui ou non ces compagnies de transport ont été prises en compte. Mais pour l'instant, quand je jette un coup d'œil au niveau du relevé du conclave gouvernemental, je ne vois pas cette tension. Donc du coup, c'est qu'on me remet les sous et puis je suis obligé certainement d'aller en donner aux compagnies de transport en commun parce que voilà, les tarifs sont ce qu'ils sont. Donc, ça fait partie des éléments sur lesquels on amènera le ministre à nous dire ce qu'il a pu se faire. Sinon, en gros, on met donc en branle, je dirais, le dispositif de soutien aux entreprises et aux structures concernées et impactées par la COVID-19. Comme nous dit les prédécesseurs, il faut forcément qu'on constate que véritablement sur le terrain, c'est mis en marche, que chacun en est bénéficiaire pour que ce ne soit pas simplement un effet d'annonce et que le constat sur le terrain soit autre chose. Alors, est-ce que vous avez, disons, des inquiétudes également, un peu comme Hakimé Seydou Seni, à la lecture donc du relevé du Conseil des ministres sur cet aspect de la chose? Le Conseil a annoncé que les entreprises ont la grosse part de la carotte, plus de 63 milliards. Et le Conseil n'a pas précisé quel genre d'entreprise, ni leur dénomination, tout le reste. Alors que les compagnies de transport en commun sont aussi des entreprises. Est-ce qu'elles sont déjà dans ce lot? Est-ce qu'elles sont dans les lois à venir? On aura plus d'éléments. Je pense que c'est aussi opportun, cette conférence de presse qui est annoncée. Ça nous permettra de dissiper également le voile qui subsiste après toutes ces explications qu'on a eues de la part du gouvernement. Mais l'un dans l'autre, c'est déjà bien qu'on ait fait ça. Ce serait curieux que cette crise passe et que le gouvernement réagisse, n'appuie ses compatriotes, ses citoyens et surtout ses entreprises. On va évoluer, parlant justement du coronavirus avec vous, Herman Anyamboussou, avec ces masques à usage unique. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé dessus en vous baladant dans le quartier ou en circulant à l'intérieur de la ville de Cotonou, où on constate que ces masques qui sont quotidiennement utilisés, notamment les masques à usage unique, sont jetés un peu partout à l'intérieur de la ville. Une autre forme de pollution. Oui, c'est une autre forme de pollution qui se développe actuellement avec les masques à usage unique qui se vendent donc dans les pharmacies, que vous retrouvez traînant sur le sol un peu partout dans les rues. Je pense que il faut travailler à conscientiser un peu la population parce qu'effectivement ce masque qui est déjà utilisé par quelqu'un qu'on peut prendre pour un porteur sain ou quelqu'un qui peut être considéré comme quelqu'un qui a le coronavirus. Quand vous vous retrouvez en face de cet élément-là, et c'est d'ailleurs ça qui explique le papier fait par Fulbert Adimeros, où vous avez vu dans Fraternité, il a fait un papier là-dessus pour dénoncer un peu la situation et montrer que l'environnement est pollué avec ces masques-là. Les poubelles, où sont-elles?
Comment est-ce qu'il faut travailler à faire en sorte qu'on puisse utiliser ces masques et les jeter dans les poubelles? Je pense que c'est à ça qu'il faut travailler. Oui, Akimé, Ousseni, cette crise sanitaire mène-t-elle une nouvelle forme de déchets pour nous, alors que nous avons déjà des difficultés à gérer ce que nous avons? Je crois qu'à ce niveau, il faut beaucoup plus interpeller les utilisateurs de ces masques à usage unique. Parce que ce n'est pas les extrêmes pauvres qui s'en procurent. C'est certainement ceux qui ont les moyens, parce que c'est tout au moins 2 par jour ou à la rigueur 3 par jour. Donc les miens ne les utilisent pas. Les miens utilisent les masques à usage les masques réutilisables. Donc je crois que c'est ceux-là qui vont beaucoup plus interpeller. Quand on a déjà la possibilité d'aller dans une pharmacie, s'acheter un masque à usage unique, je crois qu'on a quand même déjà assez d'éléments pour ne pas avoir, après usage, en jeter n'importe comment. Ce n'est pas une question, je dirais, de temps-tampion, c'est une question de monsieur bien instruit et comme ça. Donc, il va falloir que véritablement qu'ils puissent prendre conscience de la chose. Parce que ce n'est pas seulement l'environnement qu'ils polluent, mais c'est aussi la santé des autres populations qu'ils mettent en difficulté. Donc, il faut beaucoup plus espérer qu'ils prennent conscience de cette chose. Est-ce qu'au niveau des pharmacies, il faut en arriver, pendant qu'on leur vend, qu'on leur rappelle les gestes, les manières d'utiliser, ou est-ce qu'il faut jeter quand on a fini d'utiliser, comment ça va? Il y en a même qui ne jettent pas, qui gardent, et puis le lendemain, ils le remettent encore lorsque vous regardez le visage, franchement, ils sont devenus des ouvriers des chantiers. Donc c'est à leur niveau qu'il faut véritablement travailler à sensibiliser. Ce ne sont pas nos mamans, ce ne sont pas nos soeurs, ce sont les personnes d'une certaine classe qui se procurent ces masques-là. Moi, je n'en achète pas depuis. J'ai un masque à usage. Et vous en avez plusieurs d'ailleurs. Voilà, donc. Oui, Moïse aussi. Une manière de répandre le virus, outre la pollution environnementale, mais également d'autres maladies infectieuses. Il suffit que quelqu'un qui a la tuberculose, vous êtes son masque que vous le portez et vous l'avez en même temps. Donc ce n'est pas seulement le... Surtout avec les enfants qui circulent et qui ramassent tout. Mais je vais relativiser un peu ce que dit Akimé. Ce qu'il dit n'est pas faux. Mais même quand vous êtes conscient, vous utilisez le masque, vous le jetez quand même dans la poubelle. Et vous n'êtes pas là pour savoir qui vient farfouiller dans votre poubelle pour récupérer ça. Donc là également, c'est l'envers du décor, quoi. Même quand vous l'utilisez bien et vous le jetez après, vous n'êtes pas sûr que quelqu'un d'autre n'ira pas le prendre dans la poubelle, bien dans la rue. Donc, je pense que l'un dans l'autre, il faudra faire très attention. Et surtout que les parents aussi, peut-être interdisent à leurs enfants justement de toucher à ces choses-là qui sont au niveau des poubelles, parce que les enfants sont très attirés par ces choses-là, rien que pour s'amuser, alors que ça peut détruire leur santé. Je suis peut-être heureux que les gens jettent les masques pour polluer l'environnement plutôt que de porter le même masque à usage unique sur une semaine, 2 semaines. C'est une réalité aussi. Si monsieur n'a pas les moyens de c'est une réalité. Et ce n'est pas seulement les mamans et les filles du Hakimé qui ne vont pas à la pharmacie. C'est à 200 francs. Et les gens vont en pharmacie acheter. Oui. Comme nos émédiants ont des endroits où des poubelles où déposer le masque. Voilà. Alors, si on prend un exemple d'un Zim qui quand même fait l'effort d'acheter 2 masques par jour, il le jette où? Forcément dans la nature. Parce que ces gens-là, ils sont dehors toute la journée, ce n'est que le soir qu'ils rentrent chez eux. Il ne va peut-être pas mettre dans sa poche un masque qu'il a utilisé à l'attente de rentrer le soir pour déposer dans sa poubelle. Donc, c'est une réalité, cette pollution. Et il faut dire que le relâchement qu'on observe dans la sensibilisation sur le coronavirus amplifie cette pollution que Fraternité a relevée sous la plume de Philbert à Dimanrosso. Donc, je pense qu'il faut reprendre cette sensibilisation et l'orienter aussi dans le sens de demander aux gens de ne pas jeter leurs masques dans la nature. Vous êtes loisible en circulant de croiser des masques sur votre chemin parce que des gens les ont jetés. C'est pas bien. Et vous savez, il y a plusieurs formes de masques aujourd'hui. Au-delà même des masques à usage unique dont vous parlez, il y a des masques artisanaux également qui sont jetés de part et d'autre, parfois fabriqués avec des matières pas forcément adéquates. C'est une réalité. Je crois que, alors que des efforts se font aujourd'hui pour nettoyer notre cadre, pour assainir notre cadre de vie, il ne faudrait pas que nous-mêmes, nous venions le détruire par nos comportements. Bien, c'est une question de responsabilité. Merci à vous, chers messieurs, pour nos discussions de ce matin. Nous allons recevoir dans quelques petites secondes le ministre de la Communication. On reviendra donc sur l'actualité du moment, ces mesures prises par le gouvernement pour accompagner les entreprises, les ménages, les artisans et plusieurs secteurs d'activité affectés par la pandémie du coronavirus. Le plateau de l'invité, c'est tout de suite.
Pour la maintenance et la réparation du système de climatisation de votre véhicule, les garages professionnels Les Bagnoles Motors à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous disposons d'un véhicule qui vous dépanne partout sur demande. Contact téléphone 00229 21 31 00 46 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2 x 99 66 66. LBM. Le carrefour des grandes marques. La famille Yuki s'agrandit. Découvrez Yuki Cola avec son goût unique. Un moment de rafraîchissement fun et délicieux. Disponible dans tous vos points de vente au prix conseillé de 200, 400 et 350 francs CFA. Yuki Cola, le nouveau parfum de la famille Yuki. Et voilà, il est en plateau avec nous ce matin. Alain Oronla, bonjour. Bonjour Christian Dandigan. Vous êtes ministre de la Communication et de la Poste en plateau. Je vous recevrai en compagnie de mes collègues André Dossa et Herman Parfait en Yambossou. Mais avant, en Conseil des ministres hier mercredi, le gouvernement a pris une certaine mesures, un certain nombre de mesures pour être plus précis. Un vaste programme de soutien au profit des populations, notamment des entreprises, les artisans et des couches vulnérables en rapport donc à la pandémie du coronavirus. Le relevé présente les mesures sociales prises pour atténuer les effets socio-économiques. On se pose un certain nombre de questions, monsieur le ministre, depuis l'arrivée de la pandémie en République du Bénin. Pourquoi c'est maintenant vous prenez ces mesures sociales? Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à cette question et de l'empressement de la plupart des journalistes pour décortiquer ces mesures. Pourquoi aujourd'hui et pas hier? Parce que, comme la plupart des gouvernants du monde entier, le gouvernement du Bénin a pris conscience très tôt des impacts et des effets pervers que cette crise sanitaire pouvait avoir sur le plan économique et sur le plan social. Mais à la différence des autres gouvernants, ceux qui ont pris le pari de se lancer, le gouvernement du Bénin n'aime pas les improvisations, n'aime pas la démagogie, n'aime pas les approximations, parce qu'il aurait été illusoire de prévoir et de chiffrer exactement les conséquences de cette crise sanitaire qui s'est très vite muée en crise économique. Donc, le gouvernement du président Patrice Talon, que vous commencez à connaître, qui est très méthodique et chirurgical, a pris le temps d'observer, de mesurer et d'analyser les impacts, d'en discuter avec les acteurs, les bénéficiaires des mesures qui ont été prises, puisqu'il s'agit d'une démarche participative. C'est aussi une marque du gouvernement du président Patrice Talon, avant que d'arrêter en accord avec ces différents acteurs, après une large concertation, les mesures que vous avez pu découvrir. Donc, ce n'est qu'aujourd'hui que nous pouvons chiffrer précisément pour ne pas sombrer dans le populisme, dans la démagogie et annoncer des mesures que nous n'aurions pas été capables de financer et faire dans l'approximation. Monsieur le ministre de la Communication, le gouvernement a-t-il évalué l'impact réel des effets pervers du coronavirus sur notre économie, sur les Béninois, avant de prendre cette décision? C'est bien ce que je viens de dire, puisque la première question a été de savoir pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt. Si on ne l'a pas fait plus tôt, c'est pour prendre du temps. Cela voudrait-il donc dire d'évaluer que les effets sur le peuple béninois, sur l'économie du Bénin, c'est 74 milliards? Ce n'est pas cela, puisque vous-même avez dit qu'il s'agit d'un plan de solidarité, d'un plan social, et je voudrais préciser qu'au-delà du caractère social qui est limité, il s'agit d'un plan de solidarité, d'un plan de soutien au secteur productif, d'un plan véritable de relance économique. Et c'est pour cela que ça se fait actuellement. C'est aujourd'hui qu'il y a un espoir de retour à la normale, que cette aide vient pour relancer de manière globale l'économie au-delà de la solidarité dont le gouvernement témoigne, dont les Béninois témoignent, puisque
l'essentiel des fonds mis à disposition provient du budget national, donc de la collectivité. 12 millions d'habitants, 55 000 gens de petits métiers recensés. Cela reflète-t-il vraiment la réalité? Cette solidarité n'est-elle pas un peu parcellaire? Alors, vous avez dit recenser. Effectivement, il s'est agi d'identifier les différents artisans et les différents corps de métier impactés par la méthode d'une inscription sur une plateforme digitale. Donc, c'est ceux qui ont voulu ou qui ont pu, parce que l'information a été diffusée largement, qui ont pu s'inscrire sur cette plateforme digitale. Et je dois vous confesser que pendant la première période d'identification, on n'a recensé que 12 000 personnes. Il a fallu que le président de la République insiste, parce que trouvant peu réaliste ce nombre, pour qu'on augmente, on allonge la période d'identification et qu'on permette ces inscriptions, qu'on les facilite, notamment dans les centres de promotion sociale, un peu partout sur notre territoire national, pour parvenir à ce chiffre de 55 000, qui n'est pas un petit chiffre par rapport à notre population, par rapport à la population active. En tout cas, toujours est-il que ceux qui se sont inscrits et à qui on a donné le temps de s'inscrire largement ont été recensés et nous en sommes aujourd'hui à 55 000 bénéficiaires potentiels. Donc il s'agit d'un chiffre exhaustif qui provient d'une identification volontaire des artisans identifiés, volontaires, à qui on a donné les larges possibilités de se faire connaître et de se faire recenser. Donc c'est un chiffre qui prend en compte l'existant. Monsieur le ministre, dans d'autres pays, quand la crise a surgi, il y a eu un fonds, il y a eu des fonds qui ont été mis en place. Le Bénin a fait l'option plutôt d'évaluer et après coup de prendre des mesures. Pourquoi cette option-là? Parce que, je vous l'ai expliqué, le gouvernement est méthodique. Il ne fait pas dans l'approximation, il veut être au plus juste. Oui. Dans votre décision, vous avez parlé de ceux qui sont fait recenser volontairement et ceux qui ne l'ont pas fait volontairement. Ceux qui ne l'ont pas fait, quel est leur sort dans ces mesures sociales-là? Mais ceux qui ne l'ont pas fait, comme vous dites, puisque c'est volontaire, on ne peut pas vous contraindre à vous faire identifier. Le gouvernement diffuse l'information. Il y a des plateformes qui sont ouvertes et chacun fait la démarche dès lors qu'il se croit éligible à ces mesures. Donc je pense que c'est la meilleure méthode qui pouvait être utilisée et qui permette d'appréhender le plus grand nombre d'impactés et de bénéficiaires. Ceux qui n'existent pas ou ceux qui ne se font pas recenser, vous conviendrez qu'ils ne puissent pas être impactés par les différentes mesures. Mais je pense quand même que le chiffre annoncé est un chiffre suffisamment exhaustif et ce n'est qu'un aspect du plan puisque vous avez un soutien financier apporté aux entreprises qui, elles, savent se défendre et il y a 63,38 milliards de francs CFA qui sont apportés pour le soutien à ces différentes entreprises que nous connaissons. Ce sont 3 milliards, effectivement, c'est énorme comparé à la cagnotte, au montant global de la cagnotte, 74 milliards. Mais nous sommes tous d'accord pour reconnaître que l'économie béninoise est essentiellement informelle. Comment le gouvernement a-t-il fait son arbitrage pour consacrer autant de moyens sur les entreprises dites déclarées, les entreprises formelles, au détriment de l'informel? D'abord, on ne peut pas parler de détriment, puisque c'est le secteur... De toute façon, on a privilégié les entreprises. C'est d'abord le secteur formel, immatriculé, enregistré, connu, qui paie ses impôts, qui est plus éligible à bénéficier des mesures du gouvernement. Parce que ce sont ces entreprises qui contribuent à l'effort national et ce n'est que justice que la solidarité ou la relance aille d'abord vers ces entreprises. Mais le secteur informel n'est pas pour autant occulté. Ça regroupe le plus grand nombre de Béninois. Le secteur informel n'est pas pour autant occulté puisque le deuxième appui va à ce secteur des artisans, du secteur formel ou informel, des petits métiers. Donc, même si ils paraissent les plus nombreux, ce n'est pas forcément les plus coûteux, ce n'est pas forcément les plus gros contributeurs, ce n'est pas forcément les secteurs dans lesquels il y a un besoin de versement de salaire. Donc, quand on s'intéresse aux entreprises, on s'intéresse forcément aux Béninois, puisque les entreprises emploient des Béninois, donc il y a un impact plus grand. Une entreprise qui a 100, 200 salariés et qui bénéficie de ce soutien, c'est 200 familles qui sont nourries derrière. Donc, on ne peut pas privilégier le secteur informel qui n'est pas négligé au détriment du secteur formel qui contribue à l'effort national et qui a plus besoin de ce soutien pour relancer cette activité afin que tous les secteurs formels comme informels
puissent bénéficier de l'impact de ce plan de relance économique et sociale. Justement, vous êtes en train de parler de ces entreprises. Revenons aux entreprises formelles. On sait que, et c'était l'inquiétude tout à l'heure quand on était au forum de discussion, l'inquiétude d'Hakime Seydou Seni. On n'a pas remarqué, par exemple, la place du secteur de transport dans ce plan de solidarité à l'endroit des entreprises. C'est un secteur oublié quand on sait qu'aujourd'hui, le prix du transport a augmenté. Aucun secteur n'est oublié. Et c'est un plan global qu'il faudra décliner dans le détail. Et j'ai le privilège de vous annoncer que mes collègues chargés de la mise en œuvre de ces plans vont décliner dans les jours et les heures à venir les plans dans le détail et la méthodologie pour impacter tous les secteurs. C'est un plan global qui a été annoncé. Aucune entreprise susceptible d'être impactée ne sera mise de côté. Donc, les transports... Dans le relevé du Conseil des ministres, le gouvernement a beaucoup plus insisté sur les agents de voyage et les hôtels. Parce que c'est les plus immédiatement et plus directement impactés. Le secteur des transports n'est pas mis de côté. Et on retrouve également des transporteurs dans la deuxième catégorie qui bénéficient par exemple du plan d'aide de 4,98 milliards. Il y a beaucoup d'entreprises de transport, des petits transporteurs plus ou moins informels. Donc le secteur des transports est également pris en compte et mes collègues des finances et le ministre d'État vont revoir les différents secteurs d'activité concernés, impactés pour une répartition juste et équitable et une relance globale de notre économie où on ne peut pas se permettre de mettre de côté le secteur des transports. Monsieur le ministre, le Conseil des ministres a instruit les ministres concernés à l'effet de mettre en œuvre immédiatement les mesures. À partir de quand va-t-on constater l'immédiateté de ces mesures-là? Mais l'immédiateté de ces mesures, c'est dès la décision, c'est-à-dire dès hier. Et donc aujourd'hui, mes collègues sont à pied d'œuvre. Je dois préciser qu'il y a deux pans importants qui vont suivre, puisque à ces différentes mesures, il y a des soutiens qui sont prévus pour les pauvres, nos compatriotes les plus démunis. On parle de pauvres et d'extrême pauvreté, qui sont en cours d'identification en fonction de critères qui seront révélés le moment venu. Donc il y a encore une enveloppe supplémentaire à celle qui vient d'être débloquée pour faire face aux besoins de nos compatriotes les plus démunis. Donc ce sera ça aussi, l'accentuation du social. Mais est-ce qu'ils ne sont pas déjà connus à travers l'opération de recensement qu'il y a eu l'opération d'identification est en cours. Il faut croiser les chiffres et il faut là également une démarche un peu plus volontariste parce qu'il n'est pas évident que l'information leur soit parvenue. Donc il y a plutôt un besoin d'aller vers ces différentes couches et de les identifier véritablement avant que d'annoncer la mesure dans la prudence habituelle de notre gouvernement. Et enfin, cela n'est pas moins important, il y a également un plan supplémentaire de relance du secteur agricole qui regroupe quand même des entreprises et qui contribuent de manière fort appréciable à l'économie de notre pays. Alors comment se fera, monsieur le ministre, l'affectation de ces subventions aux ayants droit quand on se rappelle un peu cette situation où des étudiants n'ont jamais existé, mais bénéficient de bourses, des personnes sont déjà décédées, mais bon, sont prises en compte dans certaines situations. Comment se fera la mise en œuvre effective et pratique de ces différentes mesures? Le gouvernement dirigé par M. Patrice Talon ne peut être dans ces approximations. Ça veut dire que les choses seront étudiées au millimètre près. Et comme je vous le dis, nous faisons une annonce globale, mais précise. Les détails et les critères qui permettront d'affecter véritablement seront affinés par les collègues en charge de ces différents secteurs. C'est très pointu. Il ne s'agit pas de questions dont on peut discuter du détail dans des plateaux et avec un seul ministre. Donc c'est véritablement toute l'administration du ministère des Finances, du ministère des Affaires sociales, du ministère d'État qui se mobilise pour aller dans le détail, dans la mise en œuvre de ces différentes mesures pour lesquelles ces différents ministres ont été instruits par le gouvernement et le chef du gouvernement. Monsieur le porte-parole du gouvernement, Maître Oula, je voudrais être un tantinet polémiste dans ma prochaine question. Le Bénin est sorti de la liste des 25 pays les plus pauvres au monde, à notre grande satisfaction. Mais il y a des pays qui y figurent encore, mais qui ont
déployer, mobiliser plusieurs centaines de milliards de francs CFA pour soutenir leur population face aux effets pervers de la pandémie du coronavirus. Pourquoi au Bénin a-t-on eu la main aussi courte? On n'a pas eu la main courte, on a eu la main réaliste. Parce que les mesures que nous avons préconisées sont des mesures réalistes à la portée de notre bourse modeste. Ce n'est pas parce qu'on est sorti de la pauvreté qu'on a forcément les moyens de l'Allemagne. Vous l'avez dit sur votre plateau. Et par ailleurs, comme je vous sais pointu, vous avez essayé de voir si les mesures que nous avons préconisées sont réalistes, peuvent être effectives ou pas. Allez donc vérifier les annonces qui sont faites par d'autres États et qui sont... Non, il ne m'appartient pas de citer un pays. Allons vérifier l'effectivité des moyens mis en œuvre. Est-ce que ça correspond à ce qui a été annoncé? C'est ce que notre gouvernement a voulu éviter. Et c'est ce que nous qualifions de mesures ou d'annonces démagogiques et populistes. C'est quand même curieux, hein, qu'un gouvernement ait décidé de se priver d'un aussi puissant moyen de communication, de campagne, de mobilisation sociale et l'annoncer après les élections. Pourquoi ce choix? Mais parce que nous ne sommes pas dans la démagogie. Nous sommes collés à la réalité, à la justice et à la solidarité qui sont dues aux Béninois en temps réel. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas d'intoxication, il y a du travail avec de la méthode et des annonces à temps et non pas à contre-temps. La boussole, ce n'est pas l'électorat, ce n'est pas l'élection à venir, c'est le travail au quotidien pour le bien-être des Béninois. Monsieur le ministre, justement, on va revenir au point 3 de cette mesure, cette subvention qui sera portée, qui va s'appliquer à tous les citoyens sur les tarifs d'électricité et d'eau. Comment ça va se faire, la subvention, la subvention? Mais la subvention, on a déjà eu à expérimenter cela. La subvention, c'est la prise en charge, la prise en compte des factures qui sont dues à la SB2E. Il ne s'agit pas de priver la SB2E ou la SONEB de ce qu'ils ont presté, mais c'est le gouvernement qui prend en charge le règlement de ces différentes factures afin de venir en aide à nos compatriotes, à tous nos compatriotes, parce qu'il s'agit d'une solidarité nationale. Il suffit d'être béninois pour bénéficier de cette mesure, de cette subvention de 5 milliards 74 millions et quelques. Donc les factures seront réglées, seront prises en charge par l'État. C'est un peu plus précis pour répondre à votre question. Le délai, est-ce qu'on peut déjà annoncer par exemple aux Béninois vos factures des 3 derniers mois, abstenez-vous de les payer? Non. C'est quelle période? Il ne s'agit pas. Écoutez, comme je vous l'ai dit, comme toutes les autres mesures, c'est une mesure qui a besoin d'être mise en œuvre avec tact et affinement. Ce qui est certain, c'est que tous les Béninois bénéficieront de cet appui du gouvernement, soit par une exonération des factures à venir, 2 mois, 3 mois. Je n'ai pas encore tous les détails, comme on l'a fait pour la taxe sur les véhicules à moteur. C'est-à-dire que le gouvernement a déjà annoncé une exonération de la taxe pour l'année 2020. Il y en a parmi nous qui l'ont payé. Pour les entreprises. Il y en a parmi nous qui l'ont payé. Ça prendra la forme d'un crédit d'impôt pour l'année prochaine ou les années à venir. Pour ceux qui l'ont déjà payé. Pour ceux qui ne l'ont pas payé, rendez-vous à l'année prochaine. Donc c'est de cette manière que les factures d'électricité de tous nos compatriotes seront prises en compte pour 2 mois, 3 mois. On verra. Mais ce qui est certain, justement, tout le monde n'a pas le même type de compteur. Il y a ceux-là qui ont les compteurs prépayés. Comment ça va se faire, monsieur le ministre? La solidarité se fera de manière équitable. Oui. Ceux qui ont des prépayés se verront peut-être rembourser un certain montant ou auront un crédit sur ce qui viendra. Ça, c'est des détails dans lesquels on rentrera. Mais ce qui est important, c'est de savoir que notre gouvernement a prélevé sur le budget national un montant de plus de 5 milliards 74 millions de francs CFA pour contribuer à l'effort de règlement de nos factures pour tenir compte de la baisse de nos revenus. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui est la marque d'un grand gouvernement. Je suis un citoyen béninois en location, je n'ai pas d'électricité, je n'ai pas l'eau non plus, celle notamment de la SONEB, je suis en location. Le gouvernement décide de payer les loyers commerciaux pour les entreprises, de participer, de subventionner les factures d'électricité et d'eau. Alors moi, j'ai fait quoi? Ou alors comment est-ce que je bénéficie de cette solidarité nationale? Non, là, il ne s'agit pas que de solidarité, il s'agit de la relance de l'activité économique. Parce que si les entreprises n'existent pas, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de salaire. Donc ce n'est pas la même chose. Il ne s'agit pas seulement de l'expression d'une solidarité,
mais plutôt d'une relance de l'activité économique afin que le Béninois que vous êtes, qui ne paye pas d'eau, qui ne paye pas de facture, puisse trouver un emploi, ou pour ceux qui en ont déjà, puissent le maintenir et pouvoir payer leur loyer. Donc il s'agit de règlements de loyers commerciaux pour venir, réponse réaliste, pour venir relancer l'activité de ces entreprises et permettre à ces entreprises de nous aider à préparer ce trésor, entre guillemets, qui permet de faire face aux difficultés. Pourquoi une aide accordée à une agence de voyage peut profiter à un citoyen qui parce que l'agence de voyage contribue à l'économie, qui n'a pas l'eau, l'électricité. Contribue à l'économie, à la croissance. Il ne s'agit pas d'eau et d'électricité. Il s'agit des loyers commerciaux, entre autres. Il s'agit de lourdes factures, par exemple pour les hôtels. Je veux dire, quand vous avez la climatisation allumée, etc., et que vous avez une forte période d'inactivité, ça joue. C'est donc le maintien. C'est pour les privilégiés. C'est donc, non, ce n'est pas des privilégiés parce que c'est les plus gros contributeurs. Et c'est d'ailleurs la preuve que le gouvernement a eu raison, sous le leadership du président Talon, en rationalisant notre économie, en étant rigoureux dans la gestion des finances publiques. Parce que c'est cette rigueur qui nous a permis de faire face et de surmonter cette crise et de pouvoir faire un effort de solidarité et de relance. Justement, c'est cette rigueur qui vous a permis également de dégager 114 milliards de francs CFA au budget national pour pouvoir accompagner les entreprises, les ménages et puis nos artisans. Mais on n'oublie pas que nous avons également bénéficié de la solidarité nationale et internationale. Évidemment. Les entreprises et autres, ça devient quoi, tous ces dons que vous avez reçus? Évidemment. Le financement se fait notamment sur ces dons qui sont appréciables, mais qui ne permettent pas de faire face à tout. Et d'autres prêts qui ont été accordés ci et là, mais que nous devrons rembourser. Donc le gros de l'effort se fait sur le budget national, il ne faut pas le perdre de vue. Et le plan de relance annoncé aujourd'hui est de 74 milliards. Il y aura davantage de décaissement puisque je vous ai annoncé les mesures à prendre en faveur des pauvres et des extrêmes pauvres et les mesures de relance du secteur agricole. On ajustera comme on en a pris l'habitude au fur et à mesure. Donc ce n'est pas que 74 milliards, on ira un peu plus loin selon les besoins qui seront exprimés. Oui. Bon, peut-être une petite pour la route. Monsieur le ministre, le gouvernement a annoncé pour appuyer ces mesures de 114 milliards qu'il y a d'autres initiatives qui vont venir à l'endroit des pauvres et des pauvres extrêmes dont le recensement serait en cours. De quel recensement parle-t-on? Est-ce que c'est le même qui concerne le projet Arche ou bien c'est un recensement qui est totalement indépendant et qui va consister à aller en appui à ces pauvres? C'est un recensement complémentaire. Nous ne faisons pas les choses au hasard. On croise, on affine au fur et à mesure. C'est vrai que nous disposons déjà d'un fichier Arche, mais c'est un fichier qui sera nourri par ce deuxième recensement qui permettra d'aller un peu plus loin. Parce que la pauvreté et l'extrême pauvreté, les besoins auxquels on doit faire face avec cette crise sanitaire ne sont pas les mêmes que les besoins de couverture sociale pour ceux que nous estimons pauvres. Donc il s'agira de croiser, de recroiser et d'harmoniser afin d'être certain d'identifier, de recenser tout le monde. Le plus important, c'est que même le dernier des Béninois puisse être impacté par les mesures après ce sociales. recensement, ils pourront espérer un mobile money sur leur téléphone. C'est possible, nous connaissons la méthode et nous travaillons d'ailleurs à ce que les paiements soient facilités, notamment dans le cadre du projet H, que les paiements de microfinance et de microcrédit soient facilités par ces nouveaux modes de paiement. J'ai fait de mon côté. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, merci. L'occasion de bien nous expliquer. Merci. Très bonne journée à vous, journée. Maître Alain Orola. On rappelle aux téléspectateurs que vous êtes ministre de la Communication et de la Poste. Vous étiez donc sur ce plateau pour nous apporter de plus amples explications sur ces mesures prises par le gouvernement pour accompagner les entreprises et autres à mieux gérer cette crise née donc de la pandémie du coronavirus. Merci à vous, Herman. Très bonne journée. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie.
qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Et voilà, 30 minutes après 7 heures, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Canal 3. Actu Matin se poursuit. La journée mondiale de l'océan est célébrée le 8 juin de chaque année. Son édition 2020 a mis l'accent sur l'innovation au service d'un océan durable. L'observation satellitaire dresse un ensemble de menaces qui pèsent sur le poumon bleu. Les plus usuelles sont l'érosion côtière, la piraterie maritime, le pillage des ressources halieutiques en mer. Il y a forcément beaucoup d'autres choses que nous verrons avec notre invité du jour, Dr Georges Degbé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes océanologue, chercheur à l'Institut de recherche halieutique et océanologique du Bénin. Vous êtes l'invité environnement du jeudi de Fulbert Adimero. Fulbert, bonjour. Bonjour Christian. Bonjour Dr Georges Degbé. L'océan, ça joue quel rôle dans la détermination du climat? Et vous savez, les océans occupent près de 70% du globe terrestre, ce qui veut dire que par rapport à la immensité, donc c'est immense. Et par rapport à cela, l'océan joue un grand rôle, surtout dans la régulation du climat. Comment? Et vous savez, l'océan, il y a les courants qui circulent d'un lieu à un autre, les tropiques vers les pôles, et dans ce transport d'eau, donc quand il y a les tropiques, il y a les eaux chaudes au niveau des tropiques, donc ces grands courants transportent ces eaux chaudes vers le pôle, et en transportant ces grandes masses d'eau, c'est que ça échange ces températures avec l'atmosphère, et qui fait que ça régule le climat sans ces courants, c'est que nous aurons à des endroits donnés des températures que nous ne pouvons même pas supporter. Par rapport sur nos volets tropiques, il y a les courants aussi qui amènent les eaux froides des pôles pour venir un peu rafraîchir. Donc s'il n'y avait pas ces courants d'eau, nous ne pouvons même pas supporter une température extrême à des endroits donnés, très très chaud, ou au pôle, une température que l'on ne pourra pas supporter. Oui, allez-y. Donc le climat joue un rôle très important dans le climat. Parce que sans même les océans, l'homme ne peut pas vivre sur Terre. Dans ces mouvements, il se fait qu'il y a aussi des transports de sédiments, d'où l'érosion côtière. Quelle est la situation aujourd'hui au Bénin en termes d'érosion de nos côtes? Et la situation au Bénin en termes d'érosion côtière, il faut dire que le phénomène d'érosion côtière, c'est l'un des plus grands problèmes environnementaux que nous avons sur nos côtes. Et ce n'est pas au Bénin, c'est surtout la côte ouest africaine, depuis la Mauritanie, passant par la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, jusqu'au Nigeria et un peu bas. Donc, il faut dire que l'érosion côtière a deux causes. Il y a les causes naturelles et les causes anthropiques. Les causes naturelles, c'est par rapport aux phénomènes naturels que nous observons au niveau des océans, que nous appelons les processus hydrodynamiques, c'est-à-dire les processus qui sont dus par rapport au mouvement de l'eau. Et vous constatez que sur le côte ici, nous avons l'océan Atlantique. Et quand vous allez à la plage, vous voyez qu'il y a des vagues qui viennent se déferler sur nos côtes. Et ces vagues, en se déferlant, créent un courant littoral le long de la côte qui est un mouvement de l'ouest vers l'est et qui longe notre côte. Et comme notre côte est sableuse, ce courant dans son déplacement fait bouger le sédiment d'un point à un autre. Donc, de façon naturelle, il y a ce déplacement de sédiments que nous avons le long de notre côte. Maintenant, avec l'intervention de l'homme, les ouvrages qui sont installés sur nos côtes, c'est-à-dire la construction des ports,
vers les années 60, le port de Cotonou, de Lomé, d'Accra, et ainsi de suite, a fait que ce système a été bouleversé. Et vous êtes d'accord avec moi, quand il y a un mouvement et qu'il y a un objet qui vient s'interposer, c'est qu'il y a une rupture à un moment donné. Donc, ce qui veut dire que dans son mouvement, une fois que les ouvrages sont installés, parce que les ports que nous avons sont des ports en eau profonde, c'est-à-dire des ports qui sont construits dans l'océan. Donc, ces ouvrages qui sont installés, les sédiments qui sont déplacés se trouvent à un moment donné bloqués par ces ouvrages. Si bien que à l'ouest de ces ouvrages, nous avons le sable qui vient se déposer, mais à l'est, comme le courant a une capacité de charge de sédiments, nous trouvons donc arriver à l'est, on ne va pas prendre le sédiment à ce niveau et nous observons cette érosion. Ces dernières années, on a rechargé beaucoup plus du sable au niveau de la côte, mais au niveau de l'épi numéro 1, l'érosion continue. On perd combien de mètres par an désormais? Il faut dire qu'avec ce phénomène que nous observons, ça fait que nous avons perdu assez de terre, surtout du côté est de Cotonou. Il faut dire que depuis la construction du port, jusqu'à maintenant, nous avons perdu plus d'1 kilomètre de côte, c'est-à-dire 1 kilomètre en allant vers la mer. C'est très important. Donc, vu ça là, donc, l'État béninois a dit il faut faire quelque chose. Donc, il y a des épis qui ont été installés. Et à ce niveau, il y a une batterie de batteries d'épis qui ont été installés et environ 7 épis. Et en allant de Cotonou vers Sémé, il y a un dernier épi qui est installé au niveau du pont péage, qu'on appelle le quartier CEV. Il faut dire qu'après ce dernier épi, nous assistons à une accélération du phénomène. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que quand les ouvrages sont installés, les sédiments sont bloqués en amont, et en aval de l'ouvrage, nous avons une érosion. Et là, avec le suivi que notre institut fait, nous avons un taux d'érosion d'environ 30 mètres par an. Du côté de l'épi après le dernier épi. Oui. Après le 7e épi, donc nous avons à ce niveau-là une érosion d'une vitesse de 30 mètres par an. Ce qui est très important. Parce que si on laisse... Parce qu'actuellement, les clôtures des parcs de vente automobile, il y a certains parcs qui sont déjà... Certaines clôtures qui sont déjà attaquées. Et la station de traitement des eaux quand vous allez là-bas, la situation elle est catastrophique. Hein, parce qu'avec cette érosion, il y a un certain nombre de... C'est des bassins qui ont été installés de décantation. Un certain nombre. Avec l'érosion, il y a une grande partie qui est déjà partie en mer, si bien que quand les gens viennent déverser, ces bouts de vidange, c'est pratiquement dans la mer. Mais de l'autre côté d'Ila Kandji, le problème se pose aussi. Depuis quelque temps, vous observez également les lignes côtières bougent. Oui. Et au niveau de Ila Kandji, nous avons aussi le phénomène qui sévit là-bas. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le transport sédimentaire au niveau du Togo, ce transport a été arrêté parce que les Togolais ont mis en place un certain nombre d'ouvrages. Si bien que le sable qui doit quitter la côte togolaise, qui doit venir alimenter la côte au niveau de Ila Kandji, ces sédiments sont bloqués par ces ouvrages. Du coup, c'est que notre côte se voit attaquée par l'érosion. Et le suivi le suivi que nous faisons fait qu'actuellement, nous sommes à une vitesse d'environ 3 à 4 mètres par an. D'érosion. Au début, parce qu'en 2000, ils avaient fait des ouvrages à des temps donnés. Et en 2012, ils ont commencé par renforcer l'existant. Si bien que une partie de ceux-là qui quittaient le Togo était systématiquement bloquée. Et en ce moment donné, nous avons une vitesse en ce moment de 15 mètres par an. Si bien que le village des pêcheurs qui se trouve à Ila Kandji, il n'y a plus ça. Le village est parti. Donc là aussi, nous avons un foyer. Cette année, on met l'accent sur l'innovation. Les technologies, les outils satellitaires sont de plus en plus sollicités. Dans le cadre du GMS, c'est le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin dispose de ces outils-là? Mais comment vous fonctionnez pour pouvoir observer l'océan et pour interpréter, lutter contre les menaces? Bon, vous savez, les satellites sont utilisés pour surveiller une ressource ou bien faire un suivi d'un milieu. Et dans le cadre océanographique, les satellites sont utilisés pour faire le suivi du milieu océanique et aussi la côte, et aussi pour faire le suivi des ressources qui y vivent. Et par rapport aux ressources, ces satellites sont utilisés pour détecter
les ressources, c'est-à-dire les poissons qui sont à des endroits donnés. Parce que vous savez, c'est un poisson qui se déplace en bande. Et avec ces images, on arrive à les localiser pour savoir qu'à tel endroit, il y a telle ressource. En plus de cela, avec ces satellites, collectent un certain nombre de données qu'on utilise pour savoir que tel endroit est plus productif, tel endroit est moins productif. Et avec ces données, en tant qu'océanographe biologiste, nous utilisons des données pour savoir qu'à tel endroit... Vous informez les pêcheurs pour ça? Oui. Vous informez les pêcheurs? Oui, mais il faut faire attention, parce que quand vous dites à un pêcheur qu'à tel endroit, il y a du poisson, c'est que tout le monde va se huer. Donc, c'est aux spécialistes de savoir à tel... Mais d'habitude, ils connaissent parce qu'ils sont dedans, ils sont des praticiens, ils savent un peu les conditions qui sont réunies pour savoir qu'il y a tel endroit. Mais ces données nous permettent de suivre la ressource. Pour le suivi du milieu océanique, ça, avec les données satellites, nous pouvons avoir des images à des temps donnés, des images de traits de côte à des temps donnés. Et avec ces images, nous, en tant que spécialistes, et avec l'utilisation d'un certain nombre de logiciels, on essaie de comparer ces images-là afin de déterminer l'évolution du trait de côte. Donc, il y a aussi ces techniques pour déterminer comment est-ce que nos côtes évoluent. Mais il y a également l'autre phénomène, le pillage des ressources halieutiques, la pêche illicite. Est-ce qu'avec les outils satellitaires ou dans le cadre du projet, par exemple GMS, vous arrivez à faire face à ces phénomènes-là? Oui, le projet GMS, c'est un projet qui est basé au Ghana, à Accra, et à partir de cette base, ils nous envoient un certain nombre d'informations. Par exemple, l'état de la mer, pour savoir qu'à tel moment, la mer serait agitée, moins agitée, et ça nous permet d'informer les pêcheurs pour leur dire attention, peut-être demain, mais après-demain, à telle heure, la mer serait telle, il doit à la côté des vagues, donc prendre des précautions. Et par rapport à cela, les pêcheurs prennent des précautions avant d'y aller. Maintenant, il y a autre chose. Dans le cadre toujours de ce programme, ce programme a fait la promotion d'un équipement qu'on appelle le transmondeur. C'est un équipement qu'on peut mettre au niveau des embarcations et à des temps donnés, si les pêcheurs en mer se trouvent en difficulté, il suffit qu'ils actionnent sur cet appareil avec les installations que nous avons dans nos bureaux sur ordinateur. Ils appuient sur l'équipement. On sait qu'à telle embarcation a tel problème et ça se situe à tel endroit et rapidement. Une embarcation de détresse. Et rapidement on peut informer la marine militaire et la marine militaire peut aller là pour le sauver. Et des fois aussi, ces pêcheurs artisans, ils n'ont pas de repères. Des fois, quand ils vont en route, mais pas en mer, ils se perdent des fois. Parce qu'ils suivent un courant peut les amener très loin. Or, en venant, ils viennent vers le continent, mais ils évoluent. Et des fois, ils se perdent. Et on perd comme ça des pêcheurs, ça arrive. Or, avec ces équipements, s'il va qu'il en déteste, il suffit qu'il appuie sur cet équipement. Et là, on sait qu'il y a telle embarcation qui a des problèmes. Une dernière préoccupation, on sait qu'en juin ou juillet, souvent, il y a la marée haute. Est-ce que c'est déjà le cas ou c'est pour quand? Et bon, c'est pas la marée haute, hein, c'est qu'il y a des périodes d'agitation de l'océan. Parce que ici, c'est l'océan Atlantique, quand on dit la mer, ici nous sommes, c'est l'océan Atlantique, il y a des périodes d'agitation. Et c'est surtout à partir du mois de juin jusqu'en septembre, voire octobre. Et là, la mer est plus agitée. Parce qu'il y a plus de vent et aussi des fois il y a des tempêtes qui viennent de l'océan Atlantique Sud et qui viennent déferler sur nos côtes. Donc c'est ces périodes qui fait que on a des agitations, les vagues augmentent. Donc c'est pas de marée haute. C'est par rapport à l'agitation, c'est-à-dire les vagues qui augmentent de grandeur et qui viennent se déferler sur nos côtes. Et à des moments où vous allez voir, il y a des tempêtes qui viennent et qui occasionnent des côtés de vagues très élevés, il vient se déferler sur nos côtes et en une nuit, vous allez voir que il y a la mer qui a envahi le continent des villages. C'est pour dire, est-ce que nous sommes à l'abri pour cette année de ces perturbations? Non, c'est naturel. On ne peut pas savoir si on est à l'abri. Mais il faut dire qu'à l'Institut, nous faisons un suivi, c'est-à-dire nous faisons la prévision de l'état de la mer tous les 2 jours, tous les 3 jours pour dire
pour voir comment la mer va se comporter dans 2 jours, dans 3 jours. Et là, on a essayé de déterminer des seuils de hauteur des vagues, pour dire que quand la hauteur des vagues atteint tel seuil, attention, il y aura problème. Et aussi, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu, c'est-à-dire la vitesse du vent, la marée, parce que quand une vague vient et que ça coïncide avec la haute marée, vous voyez que la hauteur des vagues va augmenter. Et là, ça va causer plus de dégâts. Donc, l'Institut suit tout ça là. Et avec ces seuils que nous avons déterminés, quand ça atteint un seuil critique, nous, on informe la MPC. Parce qu'il y a un système d'alerte qui a été mis en place. Voilà, donc nous, on informe la MPC pour dire que, attention, tel jour... L'Agence nationale de protection civile. Voilà. Tel jour, à telle heure, la hauteur des vagues va atteindre tel. Et là, ça risque de faire cela. Et en même temps, la MPC, par l'entremise du ministère de l'Intérieur, lance l'alerte. Merci, docteur ingénieur Georges Degbé de l'Institut de recherche halieutique et océanologique du Bénin. Et bonne célébration de la journée de l'océan. Et ça continue chez vous. Oui, parce que comme il a dit, c'est une journée qui a été une démarche lancée en 1992 à l'issue du sommet de Rio de Janeiro et qui fait le 8 juin de chaque année une occasion pour sensibiliser le grand public sur l'importance de l'océan, comment le gérer de façon plus durable, parce que c'est une grande richesse pour nous, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et jusqu'à présent, il y a des choses qui ne sont pas encore découvertes dans l'océan. Merci, Christian. Merci beaucoup à vous, Philbert Adjumé-Rossou. Merci beaucoup, docteur ingénieur Georges Degbé. Mesdames et messieurs, vous restez en place. Nous allons observer quelques petites minutes de pub. Juste après, je vous reviendrai pour la revue de presse. Alerte! Vous avez 60 ans et plus, ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Retour sur l'actualité de ce jeudi 11 juin 2020 avec Narcissa Lossé qui a lu pour nous la presse nationale. Voici ce qu'il nous présente dans sa revue.
Bonjour à toutes et à tous. Au Bénin, l'État vient au chevet des acteurs du secteur productif touchés par les effets de la crise sanitaire mondiale. Le gouvernement a pris une batterie de mesures sociales pour les soulager. Une décision prise hier en Conseil des ministres et relayée dans la presse ce matin. À en croire les publications, l'exécutif a mobilisé plus de 74 milliards de francs CFA pour des personnes aussi bien physiques que morales. En réponse aux impacts économiques de la Covid-19, renseigne en gros titre la Nation, un plan social de 74,12 milliards de francs CFA adopté. Et la répartition de ces ressources prévoit plus de 69 milliards de francs CFA pour les entreprises, près de 5 milliards de francs CFA pour les artisans et près de 6 milliards de francs CFA pour subventionner la consommation de l'eau et de l'électricité. Atténuation des effets socio-économiques de la Covid-19 affiche en manchette le quotidien Bénin Intelligent. Le social inespéré de Patrice Talon. Covid-19, mesures sociales, semble s'exclamer le quotidien Matin Libre. Le gouvernement réagit en grand. Et pour le quotidien Fraternité, c'est une bouffée d'oxygène du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Bénin. C'est un programme social de haute portée historique, écrit le quotidien La Cloche, pour lequel Patrice Talon hausse le volume du social à un fort décibel. Le journal précise d'ailleurs que la mise en œuvre de ces mesures est immédiate. Les ministres concernés doivent y veiller, martèle la publication. Pour le matinal, le gouvernement Talon est en passe de réussir un autre défi en lançant le redécollage économique à travers ce programme de soutien au secteur productif. Atténuation des effets de la Covid-19, conclut mon confrère. Le plan de sauvetage de Patrice Talon, du social encore et le quotidien Le Meilleur, qui nous apprend que le programme spécial d'insertion dans l'emploi devient une réalité dès le 1er juillet prochain. Et c'est l'une des décisions prises hier par les membres du gouvernement au cours de leur conclave hebdomadaire, précise le Canard. La nation fait un clin d'œil au système énergétique béninois qui vient de bénéficier de nouvel appui financier. Énergie électrique, peut-on lire à la 2 de 1 du quotidien du service public, 16,4 milliards de francs CFA pour le fonctionnement de Maria Gleta 2. En politique, il est toujours question du renouvellement des conseils communaux. L'exercice prend fin cette semaine avec la suite de l'élection des maires et leurs adjoints. Et juste après cet exercice, le journal L'Économiste parle des défis qui attendent les nouveaux exécutifs des mairies. 4e mandature de la décentralisation au Bénin, affiche en manchette mon confrère, les nouveaux maires face au développement à la base. Mais de quel développement à la base s'agit-il, s'interroge le quotidien Le Meilleur. Le journal Bénin Intelligent, lui, nous parle de la ville de Djougou sous cette 4e mandature de la décentralisation au Bénin. Prise de service du maire Malik Gomina, enfin des perspectives pour Djougou, peut-on lire à la 2 de 1 du journal. Le même sujet sur l'avenir des collectivités locales à Djougou fait aussi la 2 de 1 du quotidien La Cloche. Et pour le journal, Malik Gomina annonce de grands chantiers de développement pour la cité des Pétounis. Au nombre de ces projets, détaille la publication, il y a l'assainissement du cadre de vie des populations à travers l'amélioration de la voirie urbaine, l'extension du réseau électrique, l'eau potable aux populations et bien d'autres chantiers. Et pour relever ce défi de développement de la 3e plus grande ville du Bénin, ajoute le journal, Malik Gomina entend jouer plusieurs cartes, notamment avec le gouvernement pour bénéficier de beaucoup de projets. Et déjà, le nouvel occupant de l'hôtel de ville de Djougou appelle ses administrés à l'union, à la solidarité et au travail pour des résultats éclatants. À présent, l'heure est au travail pour que la flamme de l'espoir ne s'éteigne plus jamais, a laissé entendre le patron du groupe de presse Fraternité dans les colonnes du journal La Cloche. Le Canard nous apprend d'ailleurs que juste après son entrée en fonction, le maire de Djougou a fait une descente sur le terrain. Un démarrage en trombe qui donne la certitude à La Cloche que Malik Gomina va combler les attentes de ses mandants au soir de son mandat. Dans la suite, ce matin, l'éducation et à moins d'un mois du coup d'envoi des épreuves écrites du certificat d'études primaires CEP, les statistiques sortent déjà pour ce qui concerne cet examen scolaire. Matin Libre nous apprend qu'au total, 206 131 candidats plancheront cette année pour l'obtention de ce diplôme.
Le journal Les Pharaons lui revient ce matin sur le dossier de la fraude qui secoue les douanes béninoises. Et le journal cite les sieurs Narcisse Takba et Abbas Tanda comme des cerveaux du réseau qui contournent Bénin Contrôle. C'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain. Dans pratiquement 5 minutes, quelques secondes, il sonnera 9h au Bénin. Mesdames et messieurs, merci à chacun et à tous de votre attention. Chez vous, c'était Actu Matin. Très bonne journée du jeudi. Rendez-vous demain quand il sonnera 7h avec l'ensemble du forum de discussion, sujet fait de société dès vendredi avec Nagui Balagwe qui écrira la chronique. Vous aurez en plateau Zakat Latunji, Herman Niamboussou et puis Wahab Alikbara. Et vous aurez également la possibilité de nous appeler pour intervenir en direct. Prenez donc le rendez-vous et d'ici là, portez-vous bien. Surtout, gardez le sourire. Au revoir.